Événement spécial, édition spéciale, forum spécial consacré à la sortie officielle du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est historique. Plateau spécial pour le décryptage à chaud de cette actualité. Nous avons avec nous Luc Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui nous font vraiment cette confiance de nous suivre à chaque fois. Luc Abaki est journaliste, analyste politique, écrivain et désormais meilleur acteur média de l'année 2023 avec un trophée que je vous présenterai à la fin de cette émission. Avec Luc Abaki, nous avons l'incontournable Sogoyou Kegewi. Excellence, bonjour. Mais je peux dire que c'est pratiquement le plus beau jour de ma vie. Quand on lutte contre le colonialisme et ses métastases, les trois pays héroïques, c'est nos héros, pour aujourd'hui et pour toujours, viennent de donner un exemple que j'espère que les autres suivront. Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Alors, la nouvelle, elle est tombée, elle vient de tomber et à chaud. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso quitte, claque la porte à la CEDEAO. Luc Abaki, c'est officiel. Oui, c'est très officiel et ça a eu un effet de surprise, même si depuis un moment, on avait déjà le sentiment que les trois pays n'avaient plus ni leur âme, ni leur esprit, ni leur corps au sein de cette CEDEAO-là. Mais on peut aussi comprendre très facilement pourquoi ces États peuvent décider, dans des circonstances pareilles, de sortir tout simplement de la CEDEAO après près de 50 ans. Où ils ont appartenu à cette communauté, où il y en a envie, effectivement, la libre circulation, au moins des personnes. Mais on sait que sur le plan de la libre circulation des biens, il y a des difficultés douanières, etc. Mais au moins, sur le plan de la libre circulation des personnes, on n'avait pas besoin de visa pour circuler dans les États de l'espace CEDEAO. Même la carte d'identité nationale était aussi autorisée et tout. Mais il se trouve que ces États ont toujours eu une forme d'épée de Damoclès que tient la CEDEAO, manipulée et instrumentalisée par les puissances occidentales, pour ne pas dire par la France. Et donc, on comprend qu'à partir du moment où ils ont fait le choix de sortir du conformisme pour tracer leur voie et devenir, si vous voulez, des États modèles au sein de notre sous-région, la menace va toujours planer. Et il me semble que, à l'heure où nous parlons, la menace était devenue plus intense et l'instrument qui permettrait d'abattre précisément les trois pays, c'est toujours cette CEDEAO-là. Autant sortir d'elle, même si on sait que dans l'immédiat, il y aura un certain nombre de difficultés techniques, il y aura un certain nombre de difficultés pratiques. Ce qui est sûr, c'est que c'est une décision politique historique qui va enclencher un nouveau processus qui fragilise davantage la CEDEAO et qui montre à quel point elle n'est plus une structure crédible. Est-ce que c'est une décision qui a été longuement mûrie ou c'est la conséquence immédiate du dernier incident, c'est-à-dire l'ajournement de la mission de la CEDEAO au Niger due officiellement à une panne technique? Tout panafricain habitant l'Afrique française, l'Afrique francophone de l'Ouest doit avoir dans son ADN comme objectif de quitter et la CEDEAO et la monnaie scélérate, la monnaie nazie, la monnaie Adolf Hitler. Eux, ils ont fait le premier pas. Comment tu demandes si c'est réfléchi? Nous, on estime qu'ils ont mis trop de temps à réfléchir. Ils devaient le faire immédiatement. La CEDEAO, attends, est-ce que c'est sorcier? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils sortent le mot économique, ça devient communauté politique, et comme ça ne suffit pas, ils greffent à politique, communauté politique et terroriste de l'Afrique de l'Ouest. Mais comment veux-tu qu'un pays normal y reste? Surtout si ce pays souffre du terrorisme. Donc, les États, les trois États pionniers, tu sais, même les États-Unis d'Amérique, ils sont partis des 13 États de la côte Est. Et ils ont évolué pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc les trois États pionniers vont évoluer. Il y a beaucoup de chances que d'autres États rejoignent l'AES plutôt que l'AES rejoigne encore la CEDEAO ou d'autres formules tordues avec laquelle on veut nous régenter. Entre Africains,
on peut se faire confiance et travailler ensemble. Quand tu prends un pays comme le Nigeria, c'est un très grand pays. Les autres seraient prêts, disons même à lui faire allégeance pour que, bon, ensemble, qu'on construise une économie. Au lieu de quoi, c'est eux qui courent se faire allégeance à des gens insignifiants, à des gens dont les pays sont en train de s'effondrer, à des régimes qui sont contestés bruyamment à l'intérieur de leurs frontières, dont des gens même marchent sur leur présidence. Et c'est à ces gens que les pays africains en qui nous on a confiance, sur lesquels nous on compte pour sortir de l'esclavage, c'est à ces gens en train de tomber là que les pays africains viables vont faire allégeance. Donc moi je crois que tant que l'économie, la communauté n'était plus économique, elle devait mourir d'elle-même. On ne va même pas dire que Mali, Burkina, Niger se sont retirés. Je vous ai dit ici tantôt que la CEDEAO, c'est comme le Titanic déjà en train de plonger et qui avait même pas l'orchestre sur le pont pour jouer la dernière chanson. Je l'ai dit. Avant que ça, je l'ai dit non, quand on parlait ici. Donc, le Titanic, boum, il a sombré. Bon, il y a peut-être quelques survivants dans les canaux de sauvetage, mais le Titanic est parti. Luc Abaki, est-ce qu'il n'aurait pas été, pour respecter toutes les formes juridiques, que ces pays consultent leur population, je sais pas, par référendum ou par leur assemblée nationale, avant de prendre une telle décision? Évidemment, on comprend que, en principe, pour un État, disons, démocratique, où les institutions ont leurs valeurs, où le peuple est souverain, des décisions aussi fortes nécessiteraient, si vous voulez, un référendum et tout. Maintenant, il faut se demander si, au départ, l'adhésion de ces pays-là avait nécessité un référendum. En tout état de cause, on se rend compte que ces trois pays ont décidé de se définir une voie de souveraineté. Et c'est une politique qui est véritablement assumée en complicité avec la population. Maintenant, au regard de l'urgence des menaces qui planent justement sur ces pays-là, on venait de parler de la mission de la CEDEAO qui devrait aller à Niamey et qui a prétexté d'une panne technique pour ne pas s'y rendre. Pendant ce temps, les ténors de cette communauté sous-régionale se retrouvaient à Paris pour conspirer justement contre ces États-là. Ça veut dire que... C'est un procès d'intention. Ils ont des intentions. Dans tous les cas, vous savez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger nous ont déjà montré, de par leur méthode de gouvernance et les actions qu'ils posent, qu'ils ne posent aucun acte hasardeux. Tout est suffisamment mûri, réfléchi et sur la base d'une méthode absolument rigoureuse. Ce qui veut dire que si aujourd'hui les trois pays décident de claquer la porte à la CEDEAO, c'est sans doute parce que ils ont des informations rendant compte d'un projet de menaces réelles contre ces États-là, parce que la CEDEAO, agacée par la résistance, la résilience des trois chefs des trois pays, se rend compte qu'il faut changer de formule, par exemple. Et donc, s'il faut changer de formule et aller par une forme d'agressivité, après avoir utilisé des méthodes viles, après avoir asphyxié ces États-là avec des sanctions aussi débiles, démentielles, inhumaines et immorales, donc ça veut dire que si ces États-là ont ce genre d'informations, il n'est point question de recourir à un référendum qui prendrait plus de temps, alors que toutes les actions qui sont menées par ces pays sont adoubées naturellement par la population. Et donc, je pense que à partir du moment où la décision politique a été prise, cela coupe le pont de l'herbe sous les pieds donc de ceux-là, de ces conspirateurs qui pensent qu'ils peuvent utiliser la CEDEAO comme un épouvantail, un instrument permettant d'abattre précisément ces trois pays. Donc, oui, tu poses la question de savoir pourquoi ils n'ont pas consulté le Parlement et le peuple. Mais Gilles, tu me surprends, tu es encore dans ces conneries de démocratie. Ça donne quoi? C'est quoi cette histoire de démocratie? En Europe, mais la démocratie sert aux populations à élire leurs dirigeants. Et encore. Mais en Afrique francophone, la démocratie sert à Paris à nommer nos dirigeants. Et vous voulez... Mais attends, pourquoi les pays qui se disent démocratiques en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, est-ce qu'ils ont consulté leur parlement? Est-ce qu'ils ont consulté leur population? Mais ils ont pris ces mesures assassines contre le Niger. Et c'est maintenant ces peuples qu'ils ont affamés qui, eux, vont aller soi-disant, au nom de la démocratie, consulter leur population. Mais attends, moi, hein, si tu vas dans mon village,
tu arrêtes n'importe qui, quel passant, tu dis CEDEAO, il va te demander de quoi tu parles. La CEDEAO n'est pas connue. Elle se résume à des fonctionnaires rentiers assis à Abuja, c'est ça la CEDEAO. Et elle ne lève la tête que quand elle entend coup d'État. Donc, ils n'avaient pas à perdre et le temps et l'argent pour consulter qui que ce soit. Quand dans le pays voisin du Nigeria, quand il a osé pointer le nez au Sénat, on a vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi les autres ont tout abrégé, on ne consulte ni Assemblée, ni Sénat, ni population. Je demande aux 3 pays de l'AES d'appliquer les mêmes recettes que les démocratiquement élus de la CEDEAO. Le retrait de la CEDEAO, analysons maintenant un peu les conséquences. Le retrait de la CEDEAO, cela entraîne automatiquement le retrait de l'UEMOA aussi, l'Union économique et monétaire? Non, c'est 2 choses différentes, c'est 2 structures différentes. Il est clair que pour l'instant, les 3 États ont décidé politiquement de sortir de cette communauté économique, soi-disant économique, des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, la conséquence directe, c'est ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils faisaient partie d'une même communauté, il y avait la libre circulation des personnes, par exemple, et donc vous pouvez prendre votre avion tout de suite, descendre à Bamako sans avoir besoin d'un visa. Mais au moins la décision politique, dans les normes juridiques, ces genres de décisions devraient prendre au moins 1 an avant d'être mises en œuvre. C'est-à-dire que le projet est annoncé, mais l'effectivité du retrait ne peut être actée qu'au bout d'1 an. En tout état de cause, puisque nous y sommes, il est question maintenant de voir sur le plan bilatéral entre ces 3 États et les autres États voisins, etc. Et sur le plan de la collaboration avec la CEDEAO, qu'est-ce qui peut être fait de façon pratique pour acter le principe de cette sortie de la CEDEAO? Il est clair que dès l'instant où ces dirigeants-là ont pris de court la CEDEAO, il y aura des réactions épidémiques. Ça, il ne faut pas se tromper. Il faut comprendre que dès l'instant où on utilisait la CEDEAO comme un instrument pour abattre précisément ces pays et leur peuple, aujourd'hui où ils décident de sortir, vous allez vous rendre compte que les gens vont alors commencer à bourdonner, à bouillonner et à conspirer à nouveau avec des formules, disons, démentielles, à la limite diaboliques, pour coincer ces chefs d'État-là. Mais ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit, aussi bien de ces dirigeants que de leur peuple. Ils ont déjà compris qu'ils ne peuvent compter sur la CEDEAO, ils ne peuvent compter sur ses dirigeants qui font partie donc de la CEDEAO. Ils savent que quel que soit le supplice, quels que soient les caprices qui seront donc développés, entretenus contre eux, ils ont déjà la parade, qui est d'abord mentale, psychologique, avant d'être bien sûr physique. Les dirigeants respectifs de ces 3 États